Bonjour à tous. Merci effectivement aux organisateurs de cette journée de me donner l'opportunité d'animer cette première table ronde. Alors une pensée bien évidemment pour l'ensemble des professionnels de santé qui aujourd'hui, qu'ils soient hospitaliers, libéraux, sur l'ensemble du territoire, dans les territoires d'outre-mer et d'ailleurs bien au-delà de nos simples frontières, sont confrontés à cette deuxième vague effectivement qui était redoutée, plus redoutée que la première. Nous espérons évidemment, à l'heure d'aujourd'hui, qu'ils puissent trouver encore un petit peu de ressources, tant physiques que mentales, pour l'affronter et honorer ainsi évidemment la mission pour laquelle ils sont engagés. Donc, laissez-moi tout d'abord effectivement vous présenter nos trois invités qui, selon leur position et leur expertise, vont nous livrer une analyse d'une situation sanitaire à laquelle ils prennent part, évidemment. Il y aura tout d'abord Marie Peset. Marie Peset, bonjour. Je ne sais pas si on la voit. Elle est docteure donc en psychologie, responsable du réseau des consultations souffrance et travail. De la souffrance au travail, évidemment, il en sera question dans le propos de Marie, qui portera sur les notions d'héroïsation du travail des soignants, qui, face évidemment à cette crise sanitaire aussi inédite que massive, n'est pas sans conséquences délétères pour eux, comme on le verra. Christine euh, Chalut-Natal est la vice-présidente du Collège national des sages-femmes, doctorante en psychologie. Elle évoquera de son côté la première étude nationale qui a été conduite chez les sages-femmes. Elle montre évidemment également un grand nombre de professionnels impactés par la souffrance au travail. Et donc, Christine nous livrera l'expression et les raisons qui nourrissent cette souffrance. Et Christine Julien, vice-présidente de l'Association nationale des préparatrices en pharmacie d'officine, rédactrice en chef du magazine Porphyre, qui est un mensuel professionnel pour les préparateurs en pharmacie. Elle mettra en lumière également, au travers d'une enquête inédite, les conséquences de la Covid-19 sur les préparateurs en pharmacie, eux aussi très impactés, qui se disent à l'heure actuelle émotionnellement vidés. Donc, la question posée est donc de s'interroger sur les conséquences de cette crise sanitaire pour les professionnels de santé en exercice ou en formation, comme ça a déjà été rappelé ce matin. Alors évidemment, on a déjà de nombreuses réponses qui nous ont été fournies par les médias, les grands publics ou professionnels qui tous les jours expriment des chiffres, des témoignages, des résultats d'enquête montrant combien la communauté soignante paye évidemment un lourd tribut, atteinte en plein cœur parce qu'elle vit au quotidien depuis de longs mois déjà, quand elle n'est pas sur la touche, infectée elle-même par le virus. Et les étudiants en santé ne sont d'ailleurs pas épargnés, comme on l'a déjà souligné, puisqu'ils ont dénoncé des formations très dégradées durant la première vague. Donc, il semble y avoir trois mots, peur, épuisement, désorganisation, qui constituent le trio perdant pour les professionnels de santé. Et juste avant de passer la parole à Marie, juste quelques chiffres pour planter le décor. Donc, au moment de la première vague, et ça c'était l'enquête SPS qui l'avait mis en évidence en avril, 42% des soignants se sentaient à risque et 41% étaient anxieux. Plus d'un quart d'entre eux relevaient d'un manque de soutien et 27% se disaient épuisés. En septembre 2020, selon la dernière enquête de l'Ordre des infirmiers et avant la deuxième vague, on observait donc un quasi-doublement des situations d'épuisement professionnel. Plus d'un tiers des infirmiers salariés indiquent d'ailleurs être en effectif réduit par rapport à la moyenne et deux tiers déclarent que leurs conditions de travail se sont détériorées depuis le début de la crise et pire encore sur le secteur libéral. Plus d'un tiers des infirmiers estiment que la crise que nous traversons leur a donné envie de changer de métier et effectivement, comme il a déjà été rappelé, 4 sur 10 pardon, ne savent pas s'ils seront infirmiers dans 5 ans, ce qui est quand même quelque chose qui peut nous faire réfléchir. Donc la capacité de résilience des professionnels de santé montre ses limites. Marie Peset, après les vivas, les remerciements de toutes parts, les héros, donc semblent très très fatigués, évidemment, et au-delà, en pleine désillusion. Comment en arrive-t-on là? Un infirmier pourtant rompu au rythme de l'urgence nous livrait très récemment ceci. Aujourd'hui, moi, le solide, le motivé, je suis tombé si bas que j'ai dû pour quelques semaines m'extraire de ce tourbillon infernal. Marie, je vous passe la parole. Merci.
Je voudrais d'abord commencer le temps qui m'est alloué par des remerciements pour le docteur Éric Henry et Catherine Cornibert, que j'accompagne quand même depuis plusieurs années dans des tours de France de formation, des primo-écoutants de notre réseau. Je suis toujours aussi stupéfaite par leur détermination, leur engagement, leur inventivité et la capacité qu'ils ont eue à mettre en synergie les réseaux existants sur le terrain. Et je voudrais aussi souligner à quel point cela met l'accent sur le fait que sur le territoire, il y a donc des intelligences et des volontés qui n'attendent pas que les solutions tombent toutes d'en haut, et c'est important de s'en souvenir. En tout cas, c'est vrai qu'en ces temps de pandémie de coronavirus, c'est bien en puisant dans leur dévouement, leur souci de l'autre, que les soignants se sont mis au service des patients et de la société tout entière. Enfin, il y avait aussi une injonction nationale à sauver des vies. Et c'est aussi pour cela que les soignants, depuis mars 2020, se déplient dans tous les sens. C'est vrai qu'en parallèle, nous avons vu surgir leur héroïsation, les discours patriotiques, les soutiens politiques et médiatiques, les applaudissements sur les balcons et les fenêtres à 20 heures. Seulement, voilà, quand on fait de vous un héros, comment est-ce qu'on peut, en tant que soignant, dès lors, oser dire ses doutes, ses peurs, ses angoisses, ses peurs de contamination pour soi et pour sa famille, ses angoisses devant ces vagues de patients atteints d'un virus inconnu, la gravité de ces états, et puis que penser, franchement, alors que nous sommes au mois de novembre et que la pandémie continue, de la très médiatique, très, très sonore, très visible reconnaissance du travail des soignants, en partie sincère, bien sûr, pour tous ceux qui applaudissaient aux fenêtres à 20 heures, mais n'en doutons pas, bien plus stratégique dans d'autres milieux. Alors, il faut le reconnaître, hein, cette héroïsation s'est inscrite quand même, il faut que je le rappelle, car cela fait 20 ans que je travaille sur ces questions, sur l'habituelle cécité et l'habituelle surdité aux revendications de ces mêmes soignants qui, depuis des années, et encore plus ces derniers mois, rappelaient le manque de moyens, le manque d'effectifs, les flux tendus au niveau du travail, les statuts précaires, l'épuisement devant la dégradation des soins, l'intensification de leur travail, la perte de toute autonomie, et puis cette surveillance chiffrée très protocolisée du travail du soin. Combien de soignants, d'ailleurs, je le rappelle, se sont suicidés dans l'indifférence habituelle, hein, au suicide d'origine professionnelle, avec ce fond sonore de dédouanement des organisations du travail. Oh, c'était un drame intime, il avait des difficultés conjugales, elle déprimait, il était fragile. Regardez à quel point tous ces soignants étiquetés fragiles se sont tous les jours mobilisés au front du Covid en risquant leur vie. Alors, cette injonction héroïque au travail à tout prix pour sauver des vies, c'est de surcroît, il faut le dire aussi quand même, déployé dans un environnement professionnel qui continue à être dégradé. Manque de masques, manque d'épis, manque de matériel de ventilation, manque de kits de réactifs, manque de produits de sédation, manque de temps, manque de compétences et manque de perspective sur la durée de cet investissement. Au-delà de tout ce qui peut paraître si dur, si difficile et peut-être négatif, je voudrais quand même me pencher sur les miracles opérés par la pandémie, car il y en a eu. Pendant que tous les secteurs d'activité étaient au point mort, pendant que les Français étaient confinés chez eux, cette pandémie a projeté toute la lumière sur les travailleurs invisibles, tous les petits, tous les sans grade, ceux qui pourtant occupent dans la société tous les jours des fonctions essentielles, parce qu'ils nous protègent un peu du chaos, les caissières pour nous nourrir, les éboueurs pour ramasser nos déchets, et bien sûr, tous les soignants et tous les métiers autour du soin pour sauver nos vies. Alors, la mise en visibilité de ce qu'on appelle en clinique du travail les athlètes du quotidien s'est accompagnée d'un deuxième miracle. Parce que ce qui s'est passé partout sur les lieux de soins, c'est que la mise au rebut temporaire du chiffrage constant de l'activité, le retour à l'inventivité personnelle, le retour au sens du soin,
ont, comme par miracle, rendu leur énergie à des soignants qui étaient épuisés peu de temps auparavant. Confirmant d'ailleurs ce que disent les cliniciens du travail depuis longtemps, c'est que le terreau du burn-out chez les soignants n'est pas tant uniquement la charge de travail, que la perte du sens du soin et la souffrance éthique de mal faire son travail. Alors la crise du Covid a induit brutalement en quelques semaines une évolution très substantielle des cadres du travail habituel des soignants. Elle s'est faite avec la participation active des personnels de l'hôpital. Ils ont dû se saisir de cette nouvelle réalité, du manque d'informations, du manque de moyens, de la rapidité d'expansion de ce fichu virus, de la sévérité des atteintes, des angoisses personnelles. Et on a vu surgir de nouveaux circuits de communication, de nouveaux circuits d'échange, des collaborations extraordinaires. Des chirurgiens ont brancardé des patients, des infirmières de médecine sont devenues, avec quelques heures de formation, des infirmières de réa. L'hôpital a fonctionné de manière extraordinaire et a fait la démonstration que même sans la grammaire chiffrée, même sans les tableaux de bord, même sans la cotation des actes, eh ben, on pouvait à nouveau non pas produire du soin, ce qui fait souffrir, mais prodiguer des soins à ceux qui étaient en difficulté. Alors, je crois que pour tout cela, il faut souligner, et il faudra souligner longtemps, l'ingéniosité, le professionnalisme de tous, quel que soit le niveau hiérarchique, hein, parce que toutes ces transformations ont permis aux soignants de se mettre en accord avec leur éthique professionnelle, et ça leur a permis de résister à l'épuisement. Je le répète, ce qui protège de l'épuisement, c'est la possibilité de faire un travail de qualité, de donner du sens à ce qu'on fait et que ce sens soit reconnu par tous. Voilà, ce qui hier, par contre, était considéré comme le cœur des ressources financières des établissements de soins, privés ou publics, par la T2A, se sont eux retrouvés privés de travail, voire de reconnaissance. En tout cas, les soignants ont fait la preuve de leur intelligence collective, de leur intelligence du réel. Tout ceci représente bien sûr des aspects très positifs. Voilà, mais vous l'avez vu au fil de la bataille, parce qu'elle dure, les discours ont ralenti, les applaudissements ont cessé, alors, et nos héros, que deviennent-ils ? Moi, je crois qu'il y a tout lieu de craindre une très profonde et lourde désillusion et donc beaucoup de questions. Les soignants sont fatigués d'être rétribués par l'habituel vocabulaire de l'héroïsme et de la vocation. C'est fini depuis longtemps. Les soignants sont de grands professionnels. Ils ont besoin qu'on reconnaisse ces compétences, pas uniquement par des remerciements uniquement symboliques. Et puis, c'est une manie dans ce pays de ne pas indemniser le travail du don de soi aux autres, en commençant par le travail maternel jusqu'au travail du soignant. Ensuite, est-ce qu'un héros, c'est infatigable ? Le corps humain, vous savez, a des limites et les soignants le savent, puisque c'est eux qui s'en occupent. Alors, ils ont des corps aussi. Quid de la fatigue mentale, physique, morale accumulée par ces soignants qui sont au fond depuis fort longtemps. Et puis, franchement, héros d'un jour, oui, mais est-ce qu'on peut être un héros toujours, confronté aux mêmes difficultés, au même manque de moyens, au même rythme de travail épuisant, qui vont s'avérer pérennes, hein, plus les incertitudes sur l'évolution de l'épidémie? Faut-il conseiller aux soignants de tenir à tout prix? Moi qui suis psychanalyste, je dirais non. La santé du soignant est aussi importante que la santé de tous nos patients. En tout cas, pour terminer, la psychodynamique du travail démontre depuis 30 ans que le travail est une activité centrale dans la vie des humains et que le travail construit et transforme non seulement le monde, mais le travailleur lui-même, que le travail est l'occasion extraordinaire de se dépasser et donc une source inépuisable de construction collective. Alors, on aurait pu souhaiter que l'exemplaire construction collective que le monde hospitalier a mis en œuvre sous nos yeux ne se dissolve pas dans le retour frénétique au monde d'avant, celui des tableaux de bord, des algorithmes, dont on a vu qu'ils étaient sans effet sur le Covid. Et j'ai en tête la phrase de cette amie anesthésiste réanimatrice qui, le dernier patient Covid sorti de son service au mois de mai, a eu un coup de fil de la directrice de l'hôpital
lui disant cette phrase: «Vous n'avez rien rapporté pendant 4 mois, il faut recommencer à côté». Voilà, le retour à l'hôpital d'avant, le retour du confinement devant un virus qui n'en finit pas, s'il signifie la fin des héros du moment, pourrait être ressenti par eux comme un abandon, un mensonge, une trahison et en tout cas, cette terrible désillusion est à la source des décompensations psychiques, somatiques et morales chez les soignants que nous recevons en nombre dans nos consultations. Merci Marie. Merci, merci Marie. Effectivement, je pense que ce discours portera ses fruits et surtout sera très apprécié au niveau des professionnels de santé. Cette notion de héros les a beaucoup agacés, eux qui revendiquent d'abord la compétence et l'engagement qui est leur propre métier. Et donc, effectivement, le renvoi au héros, on l'a bien compris, confisque la notion de peur et le fait d'ailleurs de pouvoir la verbaliser. Et ça, c'est insupportable. On y reviendra vraisemblablement tout à l'heure. Avant de passer la parole à Christine Chalut-Natal-Morin, excusez-moi, tout à l'heure, j'avais oublié la fin de votre nom de famille. Donc, ce niveau de stress et de découragement touche évidemment toutes les catégories professionnelles de la santé. Bien évidemment, et comme on va le comprendre avec vous, la crise sanitaire n'a pas arrêté les consultations, les suivis de grossesse et les accouchements d'ailleurs, qui ont dû se dérouler dans des conditions de travail très dégradées pour les professionnels de santé, pour les mères, pour les familles. Parlez-nous donc des sages-femmes, de leur point de vue et surtout de leur état d'esprit avant la crise, puisque je crois que c'est l'objet de votre enquête nationale. Une crise d'ailleurs qui sévit depuis maintenant 9 mois, le temps d'une grossesse, non? Oui. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Je remercie Catherine Cornibert de m'avoir conviée à ce congrès et partager avec vous l'étude que nous avons conduite, le Collège national des sages-femmes en collaboration avec l'Université Paris 8, avec Lionel Dago qui est docteur en psychologie du travail et une étudiante Aurore Saint-Flou en Master 2 de psychologie du travail, avec le soutien aussi des réseaux périnatales en France et de la MACSF. Alors, nous nous étions interrogés avant cette crise sanitaire sur la santé au travail et le bien-être au travail des sages-femmes en France, parce que nous pensons qu'un le fait de bien vivre son métier, d'être bien au travail, ça permet une meilleure prise en charge des patientes. Nous avons conduit une étude en 3 volets. Le premier volet qui était une étude quantitative sur l'ensemble du territoire national, ce qui n'avait jamais été réalisé auparavant. Il y avait eu des études ponctuelles dans le cadre de mémoire d'étudiantes sages-femmes. Il y avait eu l'étude de l'Observatoire régional de la santé en Limousin. Néanmoins, aucune étude nationale sur la métropole et les DOM-TOM. Cette étude quantitative a été lancée au mois de janvier 2020. Nous avons récolté 2767 réponses qui étaient exploitables, ce qui représente à peu près 12,3% de la population nationale des sages-femmes en exercice, et ce qui est suffisamment significatif pour nous donner une véritable photographie de l'état de santé et de bien-être des sages-femmes au travail avant la crise Covid-19. Dans ces réponses, nous avons eu, entre autres, 79% des sages-femmes du secteur public qui ont répondu. Alors, que nous ont dit ces chiffres? Ils nous ont dit énormément de choses. Vous pouvez avoir accès à l'intégralité de ce rapport qui a été publié sur le site du Collège national des sages-femmes de France. Et je vais vous donner, j'ai forcément ciblé quelques chiffres clés. Alors, dans ce questionnaire, nous avions intégré deux questionnaires validés scientifiquement, qui est le MBI, le Maslach Burnout Inventory, et le COPSOC, qui est un questionnaire qui évalue les risques psychosociaux. Bien sûr, tout cela était complété par des données démographiques. Au niveau du burn-out, alors c'est vrai qu'il n'y a pas de consensus aujourd'hui. À quel moment définit-on un burn-out? Est-ce que c'est à partir du moment où une des 3 dimensions, c'est-à-dire épuisement émotionnel, dépersonnalisation
ou accomplissement personnel est touché, ou bien faut-il que ces 3 dimensions soient touchées pour que nous puissions parler de burn-out. Nous avons un petit peu contourné cette problématique en parlant de burn-out faible, et lorsque nous retenons cette dimension, les chiffres sont très très inquiétants, puisque 45,6% des sages-femmes cliniciennes salariées souffriraient de burn-out, 31% des sages-femmes libérales, 66% des sages-femmes coordinatrices et 37% des sages-femmes enseignantes. Si nous nous focalisons sur le burn-out fort, nous avons des chiffres qui tournent autour de 4,6 et 1% des sages-femmes libérales, ce qui mettrait en perspective que ce mode d'exercice semblerait protecteur. Alors pourquoi ? Peut-être probablement parce que les dimensions d'accomplissement personnel sont plus importantes chez les sages-femmes libérales, puisqu'elles gèrent leur travail comme elles veulent, au rythme où elles veulent, et elles peuvent accorder le temps qu'elles veulent, souvent au détriment de leurs revenus, malheureusement. Mais en tout cas, elles peuvent accorder le temps qu'elles veulent à leurs patientes, aux patientes. Nous avons aussi montré que, par exemple, 57% des sages-femmes cliniciennes salariées effectuaient des heures supplémentaires et que 21% de ces heures supplémentaires n'étaient ni récupérées ni payées. Chez les coordinatrices, ces chiffres sont 36%. Donc, on a essayé d'identifier au travers cette première partie de notre étude au niveau du quantitatif, en faisant des régressions, de voir quels étaient les éléments qui à ce mal-être au travail. Et chez les cliniciennes, nous avons identifié 2 choses: la reconnaissance, le manque de reconnaissance, et les conflits vie privée, vie personnelle. Chez les coordinatrices, nous avons plutôt retrouvé aussi ce manque de reconnaissance et une charge de travail très importante. Nous avons à la suite de cela entamé le 2e volet de l'étude qui portait sur une étude qualitative où nous avons pu avoir des entretiens semi-dirigés avec les 3 corps de métier: sage-femme libérale, sage-femme clinicienne salariée, coordinatrice. Et la problématique de la reconnaissance est très marquée dans tous les corps de métier. Elle repose tout d'abord sur la méconnaissance du métier de sage-femme, la méconnaissance tant institutionnelle qu'au niveau de la population. C'est un des premiers éléments. Le second élément, c'est l'invisibilité des sages-femmes. Alors, l'invisibilité des sages-femmes, elle a pris toute sa mesure après la première phase de l'épidémie, lors du Ségur de la santé, où les sages-femmes n'ont pas été conviées, par exemple. Ce qui est un élément très marquant de l'invisibilité des sages-femmes au niveau des institutions. L'invisibilité, elle peut aussi se retrouver à différents niveaux. Par exemple, lorsque la sage-femme accomplit des actes dans les institutions et que ceux-ci ne sont pas cotés par la sage-femme, puisque la sage-femme n'existe pas. Au niveau salarial, par exemple, c'est une profession médicale. Elle n'a pas d'existence dans les grilles institutionnelles des salaires. Du coup, elle est reclassée comme profession paramédicale, alors qu'elle est une profession médicale à part entière. Voilà, tous ces phénomènes contribuent à cette souffrance des sages-femmes, ce manque de reconnaissance. Il faut aussi noter que les sages-femmes, c'est une profession essentiellement féminine qui s'occupe des femmes. Et ça, nous pensons réellement que c'est un élément qui est très important dans l'attention qu'on porte aux sages-femmes. La reconnaissance, en fait, il semble que les sages-femmes, la seule reconnaissance auquel elles puissent avoir, entre guillemets, droit, c'est la reconnaissance des patientes.
Cette reconnaissance va exister chez les sages-femmes cliniciennes. Elle n'existe plus chez les sages-femmes coordinatrices puisqu'elles ne s'occupent plus en direct des patientes. Donc, on peut effectivement s'interroger si cet élément participe de façon plus marquée à cette souffrance des sages-femmes coordinatrices dans les institutions. Un autre élément qui nous est apparu comme important, c'est la soutenabilité du travail. C'est-à-dire que beaucoup de sages-femmes s'interrogent sur le fait de pouvoir continuer d'exercer de cette façon-là, à ce rythme, avec l'épuisement émotionnel auquel elles font face jusqu'à la fin de leur carrière, voire elles ont une vision à court terme de la possibilité d'exercer ce métier dans les conditions dans lesquelles elles l'exercent. Et enfin, je dirais une dernière chose qui est importante, et je rebondis sur ce qu'a dit Marie Peset, c'est que les soignants ont continué à travailler. Je crois que même s'il n'y avait pas de cotation, les soignants ont pu faire leur métier. En fait, je dirais pas ça. Je dirais c'est surtout quand on n'est pas noyé sous les tâches administratives, on peut faire notre métier. Notre métier, c'est s'occuper en tout cas pour les sages-femmes, des patientes. C'est un métier qui est très ambivalent parce qu'il se situe entre le care et le cure. Effectivement, c'est une profession médicale, c'est une profession qui prescrit, c'est une profession qui pose un certain nombre d'actes, c'est en même temps une profession de l'accompagnement. Et cette dichotomie, ces deux facettes de la profession dans lesquelles les sages-femmes ne peuvent plus se retrouver aujourd'hui, parce que parfois elles sont beaucoup plus dans le cure que dans le care, parce qu'il n'y a pas assez de temps, parce qu'elles ne sont pas en nombre suffisant, participent à ce sentiment de ne plus s'accomplir professionnellement. Voilà, je n'ai pas la notion du temps quand je vous parle. Le troisième volet de nos travaux consistait à établir des préconisations, à réfléchir sur des préconisations. C'est ce que nous avons commencé à élaborer en termes de préconisations pour les institutions, de préconisations par mode d'exercice, clinicienne salariée, libérale, coordinatrice. Nous avons commencé à réfléchir avec Catherine Cornibert sur comment utiliser les institutions, qu'est-ce qui peut être. Nous avons réfléchi sur l'élaboration d'une fiche de personnel sentinelle qui pourrait. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Il reste à mettre en place tout cela au niveau de notre profession. Merci beaucoup Christine. Effectivement, c'est intéressant de voir que, évidemment, toutes ces professionnels du soin, beaucoup de femmes, et ça rejoint le propos de Marie, effectivement rebondissent sur cette idée qu'il n'est plus vraiment, ça ne fait pas sens de produire des soins, mais bien de les prodiguer. Et je vois que c'est évidemment une motivation qui est très recherchée et qui est vraiment souhaitée pour l'ensemble des professionnels, notamment quand il s'agit de femmes. On va passer donc maintenant la parole à Christine Julien. On va s'échapper un instant de l'univers hospitalier pour se transporter en ville, dans les officines, où il est vrai que les préparateurs en pharmacie, en première ligne au comptoir, alors c'est vrai que quelquefois on les identifie pas très bien entre le titulaire, le pharmacien, le préparateur, mais eux aussi, ils ont subi un stress très important pendant cette première vague du coronavirus et de nouveau maintenant. Et donc Christine, vous allez nous expliquer car ça a été peu mis en lumière jusqu'à présent, et quand on parle des professions en manque de reconnaissance, je pense que vous allez pouvoir nous en dire beaucoup sur ce sujet, quand on sait que aussi, selon l'enquête que vous avez faite, et vous allez nous en parler, 62% des préparateurs souffrent aussi d'un manque de reconnaissance de la part des pouvoirs publics, et que chez eux aussi, il y a une volonté de changer de métier pour près de 30% d'entre eux, je le crois. Voilà, Christine Julien, c'est à vous. Bonjour.
Vous m'entendez? On vous entend. Oui, voilà. Ben, tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation et qui va me permettre aussi de parler de cette profession qui est, somme toute, assez méconnue et dont on parle peu. Et pourtant, les préparateurs en pharmacie sont plus de 70 000. Encore faudrait-il avoir des chiffres. Donc, je suis là en tant que vice-présidente de la toute jeune association nationale des préparateurs en pharmacie d'officine, qui a été créée tout de suite après la crise de la Covid-19, parce que, en fait, le manque de reconnaissance de la profession de préparateur en pharmacie a été un facteur aggravant de la crise. L'association SPS, en partenariat avec la NPPO et Porfir, dont je suis aussi la rédactrice en chef, a permis de mettre en évidence certains points importants et qui sont en parallèle des témoignages nombreux qu'a reçus le président de la NPPO, puisque en mars, dès la crise sanitaire, nous avons été submergés de courriers, de témoignages de ce que vivaient les préparateurs en pharmacie. Donc, je vais à la fois vous présenter des chiffres de l'enquête que nous avons menée avec SPS et des témoignages reçus. Donc, nous avons fait une enquête qui s'est déroulée du 10 septembre au 10 octobre auprès des préparateurs en pharmacie sous forme de 6 items. Nous avons eu 3514 réponses. Toutes les régions de France étaient concernées. La moyenne d'âge des répondants était à peu près celui de la profession, entre 25 et 50 ans. À la première question qu'on leur a posée, c'est pendant la crise sanitaire, vous sentiez émotionnellement vidé par votre travail? C'est important. Plus de 9 préparateurs sur 10 ont répondu oui. Et plus de la moitié ont été vidés tous les jours, émotionnellement. Ça a été une grande épreuve pour eux. Et quand on leur demande quel est l'aspect qui vous a le plus touché au plus fort de la crise, près de 4 préparateurs sur 10 ont dit l'impossibilité de dispenser des ordonnances au comptoir avec du matériel de protection. Pour plus de 2 sur 10, ça a été la charge de travail, plus l'inquiétude des clients et la peur de transmettre la Covid. Donc, on voit au plus fort de la crise des difficultés. Et pour ça, je voudrais juste vous lire un témoignage que nous avons reçu. C'est une préparatrice Adeline de Metz, maman d'un petit gamin, et qui, juste avant le confinement, où il y avait tous ces soucis, nous parle et nous dit j'arrive à la pharmacie, les gens sont déjà tous agglutinés les uns sur les autres devant nos grilles dans le hall d'entrée du supermarché. Nous n'avons cessé de dire qu'il fallait filtrer les entrées. Mes patrons ne prennent pas la situation au sérieux, rien n'est prévu. Des gens agressifs s'en prennent verbalement à mes collègues parce que ça ne va pas assez vite. Des gens se disputent entre eux. La police arrive avec le chef de la sécurité du supermarché. Il nous conseille de porter des masques, mais nous n'en avons pas. Il est 19h30, je pars de la pharmacie, je suis usée physiquement et psychologiquement. Cette jeune préparatrice nous parle aussi, à ce moment fort de la crise, des rapports qu'elle avait avec les maisons de retraite, parce qu'il faut savoir que les pharmacies délivrent des médicaments à la maison de retraite. Et elles sont en lien, ces préparatrices. Alors, je dis ces préparatrices parce qu'il y a effectivement plus de femmes que d'hommes dans un métier très, très, très féminisé. Donc, cette jeune préparatrice, elle a l'infirmière de l'EHPAD au bout du fil qui lui dit « Nous échangeons ». L'infirmière craque et se met à pleurer. Elle s'excuse et elle me demande si elle peut me parler. Ils ont leur premier cas avéré, la personne est en isolement. La préparatrice a peur, mon infirmière craque, elles discutent, elles sont en lien avec les EHPAD. Et cette même préparatrice dit « J'ai des gants, oui, mais je touche les mêmes tiroirs que mes collègues. Je touche les médicaments sans blister que je mets dans les piluliers. Je ne sais pas si le virus peut infecter ces médicaments et j'ai peur d'être responsable directement du décès de certaines personnes en EHPAD. Je rentre le soir chez moi, je suis vidée avec ces 11 heures passées à la pharmacie, je craque, ça me fait du bien. De toute façon, nous sommes impuissants. » Au plus fort de la crise, on le voit, les préparateurs délivrent tous les jours des médicaments, sont en lien avec des patients, on n'en sait rien, ils ont peur et ils sont très fatigués. Si je reviens à l'enquête, à la question concernant leur activité, donc on leur a demandé ce qui les avait les plus touchés émotionnellement durant la crise. Alors, c'est clair, à plus de 62%, c'est le manque de reconnaissance des pouvoirs publics.
Et pour plus de 20%, c'est le manque de visibilité dans les médias du métier de préparateur en pharmacie. En fait, on le voit que c'est aussi, vous parliez tout à l'heure des éboueurs, vous parliez tout à l'heure des petites gens. Les préparateurs en pharmacie ont eu le sentiment d'être les oubliés aussi de la crise parce qu'ils sont invisibles pour eux. Et d'ailleurs, ça a été, cette invisibilité, elle a été aussi, comment dirais-je, exacerbée par l'histoire des masques. Je crois que c'est ce qui les a le plus touchés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la pénurie de masques, et à un moment donné, le ministère de la Santé, M. Olivier Véran, il y a un texte qui dit « Les masques vont être mis à disposition des professionnels de la santé ». Le masque FFP2 va être pour les infirmiers, va être pour les médecins, va être pour les pharmaciens. Le préparateur en pharmacie n'aura qu'un masque chirurgical. Et ça, je crois que c'est le point qui les a le plus touchés. Ils se sont dit, nous sommes au comptoir avec les pharmaciens, nous faisons le même métier, nous délivrons, nous avons le sentiment d'être un professionnel de la santé, et bien malgré ce, on n'est pas considéré. Ils ne nous connaissent pas. Et d'ailleurs, c'est un autre témoignage aussi de Alison, qui est une ancienne aide-soignante reconvertie comme préparatrice en pharmacie, et qui nous dit « J'ai été étonnée par la différence de masque entre pharmacien et préparateur. Alors, j'imagine que les personnes qui ont réfléchi sur ce sujet ne se sont pas dit que les préparateurs méritent d'être davantage exposés au virus que les pharmaciens. Je remarque surtout un immense manque de connaissance du métier de préparateur. Un manque de connaissance de notre métier, c'est-à-dire des tâches que nous effectuons réellement, ne peut que conduire à un manque de reconnaissance que l'ensemble des préparateurs ressent. » Elle est assez émouvante, cette jeune fille, parce qu'elle dit « Et mon sentiment d'injustice est encore plus grand en cette période où j'ai l'impression que nous faisons partie des murs et que nous sommes invisibles. Mon souhait le plus profond serait que l'on nous traite à notre juste valeur. Nous avons tous un gros manque de reconnaissance au même titre que toute la communauté soignante. Nous existons. » Et en fait, ce qui a le plus perturbé les préparateurs, et c'est ce qui est montré dans l'enquête SPS faite avec la NPPO Porphyre, c'est que ce manque de reconnaissance a impacté leur état émotionnel. La crise n'est juste qu'un révélateur. Et quand on leur demande ce qui aurait le plus d'impact sur cette reconnaissance, eh bien malgré tout, la première chose qui est citée pour près de 6 préparateurs sur 10, c'est la revalorisation du salaire. Mais derrière vient la reconnaissance du statut par les pouvoirs publics. Il est important aujourd'hui pour les préparateurs d'être reconnus en tant que professionnels de santé. C'est un peu particulier, c'est un métier qui est assez particulier parce que c'est un métier qui est cité dans le Code de la santé publique, dans les professions de santé, mais il n'est pas reconnu comme professionnel de santé et ce n'est ni un paramédical. Il faut savoir que pendant la crise, il y avait la possibilité pour les professionnels de santé de faire ses courses plus tôt, de faire garder les enfants. Les préparateurs n'ont pas été reconnus dans ce dispositif. Donc pour eux, ils se disent « Je suis un professionnel de santé à géométrie variable quand ça arrange les pouvoirs publics. » Alors, ce sont des professionnels qui sont, les préparateurs de professionnels qui sont très, très engagés au niveau de la santé. Et s'ils ont choisi ce métier, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'ils veulent aider les gens, pouvoir les accompagner dans les maladies chroniques, et dans les traitements, dans tout ce que fait un pharmacien, puisque au comptoir, en fait, il dispense de la même façon qu'un pharmacien, sous la responsabilité du pharmacien. Mais ce manque de reconnaissance, depuis que leur diplôme existe, avec un diplôme sous-évalué qui n'est pas reconnu, et à chaque fois que les instances syndicales des pharmaciens, puisque ce sont eux qui vont parler auprès de pouvoirs publics, il n'y a pas d'écoute, parce que les préparateurs en pharmacie, on ne les connaît pas. Et je ne sais même pas si, parmi vous, vous savez, quand vous allez vous faire délivrer une ordonnance, si c'est un pharmacien ou un préparateur en pharmacie qui vous sert. C'est ce que l'on disait tout à l'heure, Christine. Voilà, c'est ce qu'on fait. Voilà. Parce qu'effectivement, il y a peu de différenciation et à la pharmacie, eh bien, effectivement, quelqu'un qui a une blouse blanche et qui vous sert au comptoir, forcément, on ne sait pas exactement. Alors, certains ont une petite barrette pharmacien, mais je n'ai pas vu une petite barrette préparateur en pharmacie. Peut-être
Faut-il la C'est créer? obligatoire. Alors, c'est obligatoire. L'insigne est obligatoire depuis 1977-78, il me semble. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que ce statut de professionnel de santé à géométrie variable, il faudra une bonne fois pour toutes le poser parce qu'il permettrait plusieurs choses. Il permettrait aux préparateurs non seulement d'être enregistrés et qu'on sache effectivement combien il y a de personnes qui sont préparateurs en pharmacie en France, mais surtout, ça leur permettrait de faire correctement leur métier. Par exemple, un préparateur n'a pas d'inscription de son diplôme à l'ARS, ancienne DAS, voilà, aux ARS, c'est-à-dire qu'il ne reçoit pas la lettre DGS urgent, il n'a pas de numéro de professionnel de santé et à chaque fois, on ne sait pas qui il est. Alors, je crois que vraiment cette crise, et l'enquête l'a montré, elle est venue révéler une profession qui en a marre d'être dans l'ombre et qui voudrait compter. Voilà. C'est effectivement intéressant, Christine, que vous mettiez cette, cette chose en évidence, puisque bon, ben, ça peut être un effet bénéfique, entre guillemets, bien évidemment, de cette crise sanitaire, c'est que de montrer que globalement, en tous les cas, sur l'ensemble des professionnels de santé, et même ceux auxquels on n'aurait pas pensé, c'est tout à fait intéressant d'ailleurs que vous vous exprimiez en qualité de représentants des préparateurs en pharmacie, que ces gens-là aussi, enfin que ces professionnels de santé là aussi, ont vécu cette crise de façon très, très difficile et que pour eux aussi, la question de la reconnaissance, et ça d'ailleurs, on le voit bien à vous entendre tous, cette question du manque de reconnaissance est soulignée de la part de l'ensemble des professionnels de santé. Et ce sera intéressant de voir ce que chacun d'entre vous, et vous l'avez déjà exprimé, mettez derrière ce mot. Alors évidemment, il n'y a pas uniquement une question d'argent. Évidemment, même si les salaires et les bas niveaux, malgré les quelques avancées significatives obtenues suite au Ségur de la santé, laissent entrevoir une certaine embellie, ça c'est clair. Mais en tous les cas, globalement, et ça c'était une autre enquête du baromètre 360 Médix de juin qui le disait, qu'après avoir vécu le plus dur de la crise sanitaire et s'y être impliqué avec force et engagement, 89% des professionnels de santé estimaient que leur investissement n'est pas reconnu à sa juste valeur par les autorités de santé. Donc, je ne sais pas où on en est en termes de temps. Éric Henry, peut-être vous pouvez nous donner un timing. Il est déjà 10h20. Jusqu'à quelle heure pouvons-nous discourir? Le timing, c'est Catherine qui l'a. On t'entend pas, Catherine. Vous m'entendez là, c'est bon? Oui. Ouais, donc merci Bernadette, merci Marie, Christine et Christine. On a encore une dizaine de minutes pour faire intervenir Arnaud Chiche que effectivement Eric introduira. Je vous remercie toutes pour ces interventions. Je valorise aussi la profession des préparatrices en officine avec qui évidemment on a participé à cette enquête, aussi celle des sages-femmes, et c'est des belles rencontres que j'ai eues avec Christine et Christine. Marie, on se connaît depuis un petit moment et merci à toi pour toujours ces discours qui nous font avancer, qui nous challengent et qui nous permettent de toujours aller plus loin pour accompagner psychologiquement tous les professionnels de la santé. J'en profite pour dire que le logo de SPS a changé et qui devient soin aux professionnels de la santé. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est les témoignages de Christine Morin, Christine Julien, qui nous ont fait dire qu'on avait beaucoup d'oubliés. On a parlé des hospitaliers, on a parlé des soignants, on parle des paramédicaux, mais on a recensé il y a à peu près un mois 50 métiers de la santé, ce qui fait à peu près 2 300 000 personnes en France. Et il y a beaucoup d'oubliés. Et de ce fait, je pense qu'effectivement, le Ségur de la santé a fait aussi raviver cette énergie que certains professionnels voulaient mettre encore plus à profit parce qu'ils se sentent encore plus oubliés, encore plus en manque de reconnaissance. On parle des préparatrices en officine ce jour, on parle des sages-femmes, mais qu'en est-il des ambulanciers, des techniciens de laboratoire, des ergothérapeutes, des psychologues qui souffrent aussi eux-mêmes puisqu'ils reçoivent beaucoup de témoignages, des sophrologues? Il y a énormément de métiers de la santé qu'on devrait accompagner psychologiquement parce qu'ils sont en grande souffrance. Donc nous, on ne les oublie pas. Et quand on parle de l'avenir des professionnels de la santé, c'est de l'avenir de tous les professionnels de la santé qui accompagnent au quotidien, j'ai envie de dire, les patients, mais aussi de la population en général.
Donc voilà, c'est ce petit commentaire que je voulais faire par rapport à l'accompagnement psychologique des soignants, certes, mais aussi de tous les professionnels de la santé. Et notre campagne de communication qui, par ce jour, via les réseaux sociaux, va essayer d'aller chercher ces oubliés et va aussi aller chercher les étudiants en santé. Farid Adlani en a parlé, Valérie Pécresse en a parlé. Pour nous, c'est extrêmement important. Je vais laisser la parole à Eric pour accueillir peut-être un… Ce que je voulais dire là, par rapport à ce que vous me présentez, c'est que globalement, on a toujours regardé la santé comme la forêt amazonienne, c'est-à-dire que vu d'avion, on ne voit que les grands arbres, et on ne pensait pas qu'au pied des grands arbres, il y avait tout, en bas de la canopée, il y avait tout ce monde qui grouillait et qui était caché par ces grands arbres qui sont les grands médecins, les grands docteurs, etc., etc. Donc, il est important qu'effectivement, on aille gratter tout en bas. Et moi, par exemple, dans la crise Covid, c'était les aides à domicile qui n'avaient pas de masque pour aller nourrir les personnes âgées dans leur domicile. Donc, on les a alimentées en masque pour qu'elles puissent faire bien leur travail. Vous voyez, on est rentré dans des EHPAD où les EHPAD n'avaient pas de masque pour aller leur apporter des masques. Nous, on a trouvé 20 000 masques sur notre territoire. 20 000. Donc, ensuite, on l'a distribué. On est allé très, très loin. Tout le monde pouvait venir chercher du moment qu'ils travaillent dans la santé et non pas dans le soin, dans la santé. Donc, ça nous fait un monde de la santé qui était énorme. Et c'est ce message qu'il faut qu'on passe maintenant très, très largement pour que tout le monde se sente respecté, entendu et s'installe dans la durée, non pas ait envie de se sauver. Moi, j'ai une infirmière qui est sortie d'un bloc opératoire en pleurant sur le trottoir que j'ai récupéré parce qu'elle était suicidaire et qui me disait, depuis la fin du Covid, on fait tourner les blocs à toute vitesse pour récupérer l'argent qu'on a perdu pendant les 2 mois. Moi, je veux plus de ça, hein. Jeter des gens sur des brancards, les foutre dans des salles où il n'y a pas de surveillance. Je ne veux plus. Elle est sortie, elle a dit, je veux vendre des pelotes de laine. Les bras m'en sont tombés et elle m'a expliqué son projet. Elle a vraiment l'envie de vendre des pelotes de laine et de s'arrêter. Bon, faut bien qu'elle mange, hein. Je lui ai dit de pas arrêter, etc. Donc, il y a tout ce monde-là qu'il faut qu'on mette en valeur. La santé est plurifactorielle, pluri, elle est très riche. Et donc, c'est cette richesse que Catherine a commencé à mettre en ligne. Parce que moi, à une époque, je l'avais fait, mais on avait des textes qui nous disaient que ces gens-là ne sont pas des professionnels de santé, ceux-là non plus, etc. Ça bouge beaucoup. Donc, c'est aussi à nous de faire bouger les lignes. Hein, et aujourd'hui, si on est là, c'est justement pour les faire bouger et que la reconnaissance de chacun à son poste soit enfin mise en avant et peut-être sonnante et trébuchante. Je rappelle les psychologues pendant la crise Covid qu'on a mis gratuit à répondre au téléphone. Fantastique. Le psychologue, c'est une petite personne qui est sympathique, qui écoute au téléphone. Donc, il n'y a pas besoin de la payer. Hein. Non, c'est un métier, c'est une expertise, c'est une écoute, c'est du temps donné. Et quand on donne du temps à la nation, il est normal que ce temps soit rémunéré et reconnu. Voilà, c'est assez simple. Merci Eric, je voulais juste rajouter quelque chose parce que je n'ai pas prononcé jusqu'à présent le mot aide-soignant et c'est vrai qu'il faut aussi en parler et je voulais justement par rapport à ça vous lire un petit témoignage qui est très significatif sur leur engagement et aussi également leur manque de reconnaissance. Une aide-soignante exprimait récemment ceci: j'en ai marre, ça fait 11 ans que je fais des manifestations, qu'on essaie d'avoir un minimum de reconnaissance parce qu'on aime notre travail et on le fait avec cœur. Ce n'est pas pour le salaire qu'on fait ce métier-là, ça se saurait si on s'engageait dans les métiers du soin pour être bien payé. C'est par engagement. Moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 19 ans. Aujourd'hui, j'en ai 31. Ce travail, je l'aime toujours autant, mais je suis fatiguée et je ne sais pas ce que je vais faire demain. Donc, c'est évidemment, encore une fois, aller dans le même sens. Et je pense que si c'est Arnaud Chiche qui intervient tout de suite derrière, il va pouvoir peut-être nous parler de ce manque de reconnaissance, malgré les manifestations, y compris la plus récente en septembre, qui a mené dans la rue encore les professionnels de santé pour crier leur désespoir d'une certaine façon.